Je passe maintenant la parole à Nantina Tsekeri, qui est directrice de DEI Grèce. Elle va présenter ce panel. Vous avez la parole. Merci Alex. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être encore présente et présent pour cette dernière plénière de la journée. C'est un honneur, un plaisir de vous accueillir aujourd'hui donc pour cette discussion de haut niveau qui va se centrer sur un domaine qui est évidemment essentiel et crucial, la détention d'enfants en situation de migration. Ça fait 5 ans depuis l'étude mondiale sur les enfants privés de liberté. On avait mis en lumière ces injustices spécifiques en essayant de trouver des voies vers un changement. Cependant, 5 ans plus tard, nous sommes contraints de nous demander où en est-on, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite. La vérité, la triste vérité, c'est que, et je dis cela aussi en fonction de mon expérience sur le terrain, il y a un nombre impossible à calculer d'enfants en déplacement qui sont dans des infrastructures de détention, des enfants dont le seul délit a été de quitter leur pays en quête de sécurité et qui ont traversé les frontières. Autre vérité difficile à accepter, c'est que nous n'avons pas le luxe de prendre notre temps, puisque on observe des déplacements massifs en raison de conflits, de génocides, du changement climatique et de l'explosion des inégalités aux côtés d'autres violations des droits humains. Et on voit que les États ferment leurs frontières les uns après les autres, ou ont recours à des politiques punitives et strictes qui très souvent ne répondent pas aux besoins des enfants. Bien sûr, la plupart des enfants, d'ailleurs, qui sont parmi nous aujourd'hui, connaissent ces réalités des déplacements. Très souvent, cette détresse des enfants n'est pas entendue. Pourtant, ces enfants ont des visages et des noms. Ce sont des enfants, comme tous les enfants, avec un potentiel remarquable pour réaliser leurs rêves et faire preuve de résilience. Je vais commencer avec Jamil, qui est un ancien mineur non accompagné qui est arrivé en Grèce il y a quelques années. Nous avons le privilège de travailler avec lui de manière en étroite collaboration. En Grèce, c'est l'un de nos ambassadeurs DEI. Il soutient d'autres enfants au sein du ministère de l'Asile et de la Migration. Merci Jamil d'être là avec nous aujourd'hui. Je voudrais vous demander de nous faire part un petit peu de certaines parties, certains éléments de votre expérience, et puis des enfants que vous avez pu, des histoires que vous avez pu entendre, des enfants que vous accompagnez, de nous planter un petit peu le décor. Bonjour, je suis ravi d'être ici. Merci infiniment à DEI de m'avoir invité. C'est une journée chargée, donc je ne vais pas être trop long. Je ne pensais pas être le premier à m'exprimer, mais ça va. Je m'appelle Jamil, je viens d'Afghanistan, mais je vis en Grèce depuis 7 ans maintenant, bientôt. En arrivant en Grèce, j'étais un mineur non accompagné. Je vivais dans une zone sûre, mais avant d'arriver en Grèce, j'ai connu un voyage évidemment très difficile. Il n'y a que les personnes qui ont connu ce type de trajet, de migration, qui peuvent le comprendre. Je ne vais pas reprendre tout depuis le début, mais je vais partir par exemple de la Turquie. Ça m'a pris presque 6 mois euh, et des allers-retours entre sur l'eau ou sur terre pour parvenir finalement à atteindre la Grèce. Quand j'étais en Turquie et que j'essayais d'aller en Grèce, parce que je ne pouvais pas vivre en Turquie, c'est pour ça que je voulais partir. J'ai connu un enfer, je ne voulais pas vivre dans un autre enfer. Donc je voulais absolument quitter la Turquie et vivre dans un pays dans lequel je serais en mesure d'étudier et d'être libre. C'est pourquoi j'ai essayé à maintes reprises de traverser et à chaque fois que j'essayais, les frontières étaient fermées. Donc à chaque fois, on était attrapé par
la police des frontières. Malheureusement, cette police des frontières était très cruelle. Elle frappait les gens et finalement, elle les laissait à la frontière et on devait retourner en Turquie. La police turque nous attrapait et nous plaçait dans des centres de détention ou de rétention. Ce sont des camps fermés, nous disait-on, mais en fait c'était des camps de détention. Il n'y avait qu'une heure par jour pour sortir de notre chambre ou cellule pendant 23 heures sur 24. On était dans cette salle, dans cette chambre, on ne pouvait en sortir que pour le déjeuner, le dîner. Ce n'était pas d'ailleurs mangeable vraiment souvent. 20 minutes, 3 fois par jour. Donc des situations très difficiles. Et les personnes, que ce soit des familles, des mineurs, tout le monde était traité de la même façon. Alors que normalement, s'il y a des mineurs, ils ne doivent pas être dans la même cellule que des adultes. Moi, mon petit frère, nous étions mineurs et on était dans les mêmes cellules que des adultes de 30, 40 ans. À aucun moment, il n'y pensait que ce n'est pas possible de mettre toutes ces personnes différentes, de conditions ou de nature différentes, dans les mêmes cellules. Et après, tous ces différents refoulements, après le fait d'avoir été battu, on a fini par arriver en Grèce. Et là, de nouveau, on a été confronté aux mêmes choses. Même à la frontière, côté grec, quand la police nous arrêtait, on était en garde à vue au commissariat avant d'être refoulé. Pareil, la garde à vue, on se retrouvait avec des familles, des jeunes enfants, même des nourrissons. Je me suis retrouvé avec des bébés, vraiment. Donc ils n'en avaient rien à faire. Et j'ai entendu des histoires dans lesquelles on disait que les gens étaient, on leur enlevait complètement leurs vêtements et on les renvoyait en Turquie nus. Vous voyez, donc quand je suis arrivé en Grèce, finalement, la situation était même pire parfois. Bon, en Turquie, par exemple, j'ai essayé de traverser la frontière, j'ai connu ces difficultés et je me suis dit, une fois en Grèce, les choses iraient mieux. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Par exemple, mon frère et moi, on a été dehors pendant de nombreux jours, on a essayé de trouver de l'aide, et même en étant mineur, on a essayé de nous adresser à des camps de réfugiés, à des organisations. Personne ne nous aidait, il n'y avait pas d'aide disponible en fait. On ne pouvait donc vivre nulle part, il n'y avait pas de lieu vraiment conçu pour les réfugiés, et donc en fin de compte, on a été obligé de se rendre dans un camp de réfugiés. On a vécu dans un conteneur cassé de manière illégale. On a vécu là-bas de nombreux mois de manière illégale. On n'était pas enregistré dans le camp, donc si quelque chose nous arrivait, personne le saurait parce qu'on n'était pas inscrit, enregistré. Après de nombreux mois, ils nous ont finalement enregistrés dans une petite zone sûre conçue pour les mineurs non accompagnés spécifiquement. Donc on vivait dans cette zone. Mais le traumatisme, par exemple, moi, quand je passais la frontière, la police en particulier des frontières, ce sont des personnes très cruelles et les expériences qu'ils ont de leur travail ne fonctionnent pas, ne sont pas applicables avec les enfants. Ils utilisent, enfin, ce sont des méthodes qu'ils utilisent avec les criminels, avec des adultes, mais ils font la même chose en fait avec les enfants, avec toutes les personnes qui essayaient de passer la frontière. Et donc, moi-même, même si maintenant je vis en Grèce, j'ai un logement, j'ai un métier, une profession, mais j'ai souvent des flashbacks, des souvenirs traumatisants. D'un seul coup, je me sens très très mal. Malheureusement, je n'y peux rien parce que je ne peux rien faire parce qu'il n'y avait aucune reddition de compte, pas de redevabilité. Comme l'a dit Jayden, je ne savais pas ce qu'étaient les droits des enfants. Maintenant, je le sais parce que je suis un professionnel, je travaille avec les enfants, je connais ce que sont les droits de l'enfant maintenant. C'est pourquoi, si ces enfants arrivent dans un pays, vivent dans un camp de réfugiés, par exemple, et finalement ensuite se retrouvent au sein d'une communauté, pourquoi faut-il qu'ils vivent tous ces traumatismes? Pourquoi doivent-ils être humiliés par la police et connaître des situations inhumaines? Parce que une fois qu'ils passent à travers tout cela,
Ça ne part jamais, même s'ils sont résilients, résilientes, ils arrivent à surmonter cela, mais le traumatisme ne s'efface jamais, ça reste en eux, ça reste. C'est pour ça que c'est vraiment terrible, à la fois pour tous ces enfants, mais pour le pays hôte et puis pour les communautés, les populations en général, parce que bien sûr, ces enfants en général connaissent des problèmes par la suite, de nombreuses années après, parfois, avec la survenue de ces flashbacks. Donc je crois vraiment que c'est essentiel, plutôt que de créer toutes sortes de mécanismes qui ne fonctionnent pas. Il faut des professionnels qui peuvent prendre en charge ces enfants, par exemple lorsque les enfants arrivent dans un pays. Ça ne doit pas être la police. Il faudrait qu'il y ait d'autres interlocuteurs qui ne traumatisent pas ces enfants, parce qu'en fin de compte, au bout du compte, ça a des effets négatifs sur les enfants et puis sur le pays en général, plus globalement, qui les accueille. Merci. Thank you, Jamil. Merci beaucoup, Jamil. Merci de votre courage de revenir sur le passé et de partager avec nous des épisodes traumatisants de votre passé. Et merci de parler des effets psychologiques. On y reviendra tout à l'heure. Merci encore une fois maintenant. Nous allons passer la parole à Carolina Gottardo, qui est directrice exécutive de International Detention Coalition. Décrivez-nous, s'il vous plaît, le contexte actuel, les tendances actuelles et parlez-nous des domaines pour lesquels il y a des progrès ou au contraire des reculs. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour aux personnes présentes ici et en ligne également. Jamil, ce qu'il a dit, c'était vraiment euh, très fort. Ça fait écho à des récits de nombreux enfants avec lesquels j'ai pu travailler à IDC, mon organisation. Ça me fait toujours penser à ce que j'ai pu entendre de témoignages dans les centres de rétention, notamment un enfant qui avait dit: j'ai quitté les centres de rétention, mais ces centres de rétention ne m'ont jamais quitté. Et c'est vraiment proche de ce qu'a dit Jamil. Et ça ne prend jamais en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. À aucun moment, ces enfants ne devraient être détenus. Par rapport à ce qui est du contexte général, quels sont les domaines pour lesquels il y a des progrès ou au contraire des reculs? Il y a un peu des deux en fait. Au niveau du contexte, l'immigration, c'est l'une des questions les plus politisées de notre époque. Et on sait aussi qu'il y a une tendance euh, de criminalisation des migrants dans de très nombreuses régions du monde. Et la détention, c'est l'un des symptômes de cette criminalisation, avec les refoulements, l'externalisation des frontières, ce genre euh, d'éléments, de tendances qui sont de plus en plus visibles. Malheureusement, l'utilisation de la détention s'est même étendue à toutes les régions ou la plupart des régions du monde, même s'il y a des régions qui apportent un peu d'espoir parce que en Amérique latine, par exemple, la détention des migrants ne se fait pas de la même manière. Il y a donc aussi des bonnes choses que l'on peut observer, mais la détention en elle-même, c'est plutôt étendu, notamment les États-Unis qui sont le pays qui détient le plus, qui enferme le plus de migrants. Ensuite, l'utilisation de lieux alternatifs de détention, par exemple, pas des centres de rétention, mais des lieux qui peuvent être des hôtels, des abris fermés. Enfin voilà, ce sont des lieux alternatifs de détention, mais ça reste des lieux de détention. Ensuite, il y a des formes de détention alternatives, par exemple les bracelets électroniques. C'est une détention virtuelle, numérique, mais c'est quand même de la détention une nouvelle fois. Et c'est un business de millions de dollars. Donc on voit aussi qu'il y a une privatisation d'un certain nombre d'infrastructures de la détention qui se font par des entreprises privées. Ça devient un marché également. Ensuite, comme l'a dit Martina, bon, il y a évidemment
Il ne devrait pas y avoir d'enfants détenus, mais il y a plus de 300 000 enfants qui sont détenus. Donc on est loin du compte pour l'instant, on est encore loin d'y arriver. Après, certains pays explicitement interdisent la détention de migrants, mais parfois il y a malheureusement un écart un fossé entre la loi et ce qui se passe dans la pratique par rapport à la détention d'enfants en situation de migration. Dans certains cas, c'est la mise en œuvre de ces lois qui est défaillante. Ce n'est pas qu'il manque de lois. Parfois, en effet, par contre, il n'y a pas de loi ou il y a des lois qui criminalisent l'immigration en général, y compris pour les enfants et les familles. Ensuite, il y a un problème par rapport à l'évaluation de l'âge. De nombreux enfants ne devraient pas être détenus puisque leur âge a été mal évalué. C'est aussi une réalité. Autre phénomène, comme je le disais, en fait, le fait d'appeler certains centres de détention des abris ou des, enfin, il y a une récupération de certains termes, alors qu'il faut appeler un chat parfois, c'est trompeur. Une des tristes réalités qu'on le voit dans différents lieux, c'est que on entend par exemple le fait que les familles ne devraient pas être séparées. Donc, bien sûr, la séparation de la famille ne doit pas être utilisée, et ça n'est jamais dans dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Par rapport aux tendances régionales, je dirais une chose. Il y a un pacte de l'UE sur l'asile et la migration. Il y a eu certains progrès réalisés, mais par rapport à ce pacte sur l'asile et la migration, le pacte est récent et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un potentiel pour l'extension, la multiplication des centres de rétention le long des frontières de européenne et ça s'applique aux enfants. Donc moi, j'appellerais ça plutôt une régression pour ce qui est du domaine de la détention de migrants. Les choses n'ont pas à être telles qu'elles sont, et ça c'est clair d'après le droit international. La détention n'est jamais dans l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est évidemment quelque chose qui entraîne des impacts dévastateurs psychologiquement, socialement, pour les enfants, pour la famille, pour la société. Il y a énormément de preuves là-dessus. Ça ne devrait pas arriver. Aucun enfant ne devrait être détenu pour des raisons liées à la migration. Non seulement c'est pas dans l'intérêt de l'enfant, mais c'est aussi une violence à l'égard des enfants. Les enfants, on ne peut pas placer les préoccupations liées à la migration au-dessus de l'intérêt supérieur de l'enfant. Malheureusement, souvent, ce n'est pas le cas. Par rapport au progrès accompli, je vais essayer d'aborder des aspects positifs, parce que bien sûr, il y a beaucoup d'éléments négatifs, mais il y a aussi des progrès à noter. Alors, un sujet sur lequel il y a un petit peu un élan pour fermer certains centres de détention de migrants enfants. Certains pays adoptent de nouvelles lois, de nouvelles pratiques. C'est un domaine dans lequel on peut avancer et on avance. Il y a le pacte mondial sur les migrations. Il y a certaines juridictions, comme en Amérique latine, en Asie, en Afrique, Afrique subsaharienne, qui ne détiennent pas les enfants pour des raisons de statut migratoire, et ensuite des politiques assez positives. La déclaration du Brésil, qui met l'accent sur l'importance de mettre fin à la détention des enfants migrants, et aussi pour la région Asie, et également les alternatives à la détention pour l'Afrique australe. Donc il y a eu des avancées par région et aussi des initiatives nationales avec des pays qui vont dans ce sens. J'ai parlé de l'Amérique latine, mais dans des pays comme la Colombie, au Malawi, ce sont des pays qui ne pratiquent pas ce type de détention. Et la Belgique a interdit la détention des enfants. Et en même temps, le Mexique a également
interdit la détention de mineurs en 2021. Donc ça vous montre un peu les progrès dans ce domaine. L'Allemagne a également fait cette promesse. En Thaïlande, il y a eu aussi un mémorandum qui a fait que des enfants ont été libérés. Et ensuite, en Égypte et au Jordanie, où ils développent des systèmes de protection des enfants. Et les enfants migrants sont couverts par ces systèmes. Et il y a aussi en Indonésie des systèmes de protection. Et donc, comme vous voyez, ce sont des exemples qui montrent que les avancées sont là. Donc, j'ai commencé avec les reculs et je voulais finir avec ces avancées pour montrer que nous devons continuer cette lutte et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun enfant migrant en détention dans le monde. Nous devons continuer dans le sens de ces avancées. Thank you, Carolina, for Merci Carolina d'avoir partagé avec nous ces reculs et ces progrès. Je vais maintenant passer à Michael de Human Rights Watch, Michael Bochenek, conseiller principal à la division des droits des enfants de Human Rights Watch. Certains pays ont réduit leur dépendance à la détention, disons, mais d'un point de vue de Human Rights Watch, quelles sont encore les lacunes qu'avez-vous à partager? Bon, malheureusement, je ne peux pas finir avec une note aussi positive. Je crois que les manières dont les États essaient d'échapper à leurs obligations de protection, et ils sont très très créatifs en la matière, et on voit qu'il y a des tendances qui nous rappellent que il y a eu, c'est positif, moins d'utilisation de la détention. On a entendu Jamil nous parler de ce phénomène de pays qui refusent l'entrée et qui empêchent l'arrivée à la frontière, ce qui est complètement à l'encontre des principes du droit d'asile, du droit des enfants à la protection internationale. Et ça expose les migrants à un retour à une situation nocive et brutale. On a entendu la situation entre la Grèce et la Turquie. Et ça, c'est pas spécifique à un pays. L'Union européenne a sa frontière extérieure a utilisé ces politiques de forte rejet des migrants à la frontière croate, en Slovénie, Croatie, et au sein de l'Union européenne, en interne, on a vu aussi en France, en Italie, on voit que il n'y a pas vraiment de prise en compte de la situation des enfants et des normes internationales qui veulent que, à partir du moment où on est un enfant, voilà ce que les autorités devraient faire ou comment elles devraient traiter les enfants. Et donc, c'est pas mis en œuvre. Je me focalise sur l'Union européenne parce que dans beaucoup de pays, c'est très courant, mais on a vu aussi cela au Mexique, en Amérique centrale, aux États-Unis. Parfois, c'est un, un rejet forcé. Il y a des charters et en même temps
Au Mexique, les conditions sont très difficiles, il n'y a pas de logement, euh, il n'y a pas les familles avec des très jeunes enfants subissent des conditions de vie très très difficiles pendant des mois. Voilà un petit peu ce qu'on a vu comme facteur. C'est pas une détention de facto, mais des violations de droits humains, une série de violations de droits humains qui aboutissent aussi à des traumas. Ensuite, mentionner aussi un phénomène très spécifique qui progresse de détention à l'étranger et de traitement des dossiers à l'étranger. Il y a eu l'exemple de l'Australie qui envoie en Papouasie euh, lorsque on a vu aussi dans les années 80 avec les Cubains, et on a vu aussi l'idée euh, de du Royaume-Uni de refouler au Rwanda donc les personnes qui demandent l'asile. Et ça n'a pas abouti, mais ça a coûté quand même 700 000 euros. Donc, ce sont des personnes qui sont dont la dignité est totalement niée et qui se trouvent dans des situations similaires à celles que vous décrivez en Grèce. Des situations extrêmement funestes. On a parlé d'évaluation de l'âge. On en parlera sans doute par la suite, mais en général, l'idée d'utiliser des mécanismes procéduriers pour refuser la protection à des enfants, ça suit. Donc il y a des protocoles particuliers pour les demandes d'asile. Et si on ne peut pas remplir tous les critères dans des systèmes étrangers, normalement on peut recevoir un soutien. Parfois c'est technique. Pardon, ça a coupé. Voilà, donc la procédure ne leur permet pas de le faire. Et, deux autres points, on a parlé de la condition d'accueil quand les enfants arrivent seuls ou que les familles sont accueillies dans des conditions terribles. Parfois c'est délibéré. Par exemple, on a vu au Royaume-Uni, ça c'est une menace qui est là depuis plus de 10 ans. Il y a aussi des conditions d'accueil qui laissent des enfants dans un sentiment d'abandon, avec pas d'accès à l'éducation, avec des conditions de vie humiliantes, dégradantes, avec aucune perspective d'avenir. Et sachant qu'ils sont arrivés avec des attentes en termes de sécurité. Concernant le statut, la certitude du statut, ça a toujours été un problème, mais je crois que ça augmente, puisque on voit des États qui commencent à se reposer sur ces mécanismes procéduriers pour nier la protection, si pas immédiatement, avec un certain délai. Voilà, merci. Thank you, Michael, for sharing with us this. Merci d'avoir partagé ces nouvelles tendances et nouvelles manières pour les États de ne pas d'être enfermés. Maintenant, nous allons passer à Madeleine Garling, qui est chef de la politique de protection et du conseil juridique de la division de protection internationale en HCR. C'est clair maintenant que les enfants ne doivent pas être détenus, même si ça a encore lieu. Est-ce que
vous voyez des défis à la mise en œuvre des normes internationales. Merci. Merci à Défense des enfants internationale d'avoir organisé cet événement. Je suis Madeleine Garlic du HCR. Nous avons entendu des réalités très difficiles aujourd'hui. Et ce qui est positif, c'est que vous êtes là ici dans la salle avec nous. Et ça, c'est très important euh, que nous ayons des enfants et des jeunes ici dans la discussion sur ces questions, parce que vous êtes le présent, mais aussi vous êtes l'avenir. Et ça veut dire qu'on va avoir des militants virulents qui vont défendre activement les droits des enfants dans la pratique. Donc merci beaucoup pour votre présence, parce que c'est vraiment crucial ce que vous faites ici. So you've asked me about Vous m'avez demandé la perspective de cette agence de l'ONU. Pour le HCR, bien sûr, les enfants ne doivent jamais être détenus sur base de leur statut migratoire. Et on se base sur les normes contraignantes des droits de l'enfant qui estiment que l'intérêt de l'enfant doit toujours prévaloir. Et on considère que c'est jamais dans l'intérêt de l'enfant d'être incarcéré. On a vu de preuves de dégâts considérables causés par le stress et le traumatisme de l'incarcération qui ont un effet sur le développement de l'enfant. Une norme importante aussi, c'est de la Convention des droits de l'enfant, c'est le droit à la liberté pour l'enfant. Ça se base sur le droit les droits humains. Et cette Convention sur les droits de l'enfant met l'accent particulièrement sur les enfants. Et c'est compliqué parce que c'est un traité qui a été signé par 196 pays. Donc tous les pays de l'ONU, sauf les États-Unis. Et donc tous sont censés respecter cet engagement et les dispositions ces dispositions. Donc le OHCR, on voit qu'il y a une utilisation croissante de la détention et notamment des enfants, qu'ils soient accompagnés ou non. 77 États auraient besoin de réformes législatives importantes pour que ces droits soient respectés. Non seulement interdire la détention d'enfants sur la base de statut migratoire, mais aussi leur fournir un logement, un accès à des services tels que l'éducation, etc. Donc ça va au-delà de la non-détention. Il faut aussi leur fournir des services pour satisfaire leurs besoins de base. Il y a trop de pays également où la détention est utilisée excessivement sans fondement juridique. Les procédures ne sont pas forcément respectées et malheureusement, on voit une utilisation croissante de la détention de facto, qui est en fait un autre terme pour la détention arbitraire. Ça veut dire qu'on restreint la liberté de circulation des enfants, mais on ne l'appelle pas de la même façon. Il devrait y avoir des garde-fous contre ce type de phénomène, contre cette détention de facto. Nous sommes inquiets par rapport à l'augmentation de ces détentions dans les contextes de migration, notamment les législations qui ont été mises en place dans certaines régions qui vont mener à davantage de détention et un éloignement des personnes des services juridiques auxquels ils pourraient faire appel. Donc
ça va être très important d'avoir un suivi efficace de ces nouvelles législations européennes. Et il va falloir pouvoir communiquer avec les enfants en détention dans ces contextes et s'assurer qu'ils ont accès à leurs droits. Il existe des bonnes pratiques, j'en suis ravie. Il faut aussi le souligner, car les États qui les mettent en œuvre doivent en être félicités et ils montrent aussi l'exemple. En Colombie, on peut considérer que c'est un pays champion qui qui n'a pas du tout recours aux détentions des enfants sur base de leur statut migratoire. L'Irlande, le Mexique, la Belgique et le Malawi font aussi figure d'exemple. Au Mexique, en particulier, nous avons pu voir une législation qui interdit la détention des enfants. Et les enfants donc, ont les mêmes droits que les citoyens nationaux. On a vu aussi en Grèce qu'il y a un nouveau mécanisme de réponse d'urgence établi pour les personnes qui arrivent dans le pays pour éviter les gardes à vue. Donc c'est une avancée tout à fait bienvenue. Il y a des mécanismes de réponse d'urgence qui donnent un soutien complet aux enfants. Et donc, malgré les problèmes, il y a des raisons d'espérer. Il faut continuer à diffuser ces informations sur les bonnes pratiques le plus possible pour qu'elles puissent être répliquées. Merci. Now I will move to UNICEF. Nous allons passer maintenant à Das Sahil, qui est responsable mondial des migrations et des déplacements à l'UNICEF. Il y a une coordination interfrontière et voilà, je vous ai vous demandé d'en parler. Merci, je suis ravie d'être parmi vous. Au nom de l'UNICEF, j'aimerais vraiment souligner le problème de combien ces systèmes peuvent avoir un rôle. On a parlé de changement de système ce matin et j'aimerais montrer que des systèmes bien connectés peuvent fournir des alternatives aux enfants. Et ce qui est important pour ces systèmes, c'est qu'ils soient inclusifs pour tous les enfants, quel que soit leur statut. Et donc que ces systèmes soient imbriqués pour s'assurer que les systèmes de protection nationaux soient appliqués. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire en sorte que les systèmes de protection de l'enfant aient un rôle clé pour s'assurer qu'il n'y ait pas de détention d'enfants dans leur parcours migratoire. Et ce, à toutes les étapes du processus, à l'arrivée, à la frontière, au sein des familles et dans les communautés. Il y a un partenariat officiel entre les systèmes de protection de l'enfance et les autres systèmes est essentiel pour les enfants et pour les familles. Et je vais parler un petit peu de la boîte à outils et des compétences nécessaires pour faire en sorte que cela fonctionne. As I go Je vais parcourir cette longue liste et je repense à ce que vous avez décrit et je me demande si cette liste va vous aider à aborder ces différents éléments pour que d'autres enfants ne vivent pas à nouveau ces situations, mais qu'au contraire, il y ait de l'accompagnement, de la protection et tout ce dont ils ont besoin. Donc les politiques, des services, mais aussi il faut du personnel dans tous ces éléments pour répondre aux besoins de protection, les fonctionnaires, de pénitentiaires, de la police, de la frontière, pour mettre fin à toutes ces personnes aussi doivent être impliquées pour mettre fin à la détention des enfants. Maintenant, autre aspect que j'aimerais aborder, ce sont les croyances et les normes de toutes ces personnes, la vision qu'ont ces personnes des enfants, les membres du personnel par exemple. Alors,
que l'évaluation de l'âge se fasse, l'identification se fasse non pas par les services de police, mais par des centres dédiés, que l'intérêt supérieur de l'enfant soit pris en compte lorsqu'il y a une décision relative à la suite de son parcours, que l'intérêt supérieur de l'enfant soit pris en considération aussi dans le cadre de famille, lorsque c'est un dossier familial, que la voix des enfants soit entendue, que leurs opinions soient dûment prises en compte lorsqu'il y a des mineurs non accompagnés, bien qu'il y ait un tuteur, quelqu'un qui les accompagne, que la réunification familiale soit promue à toutes les étapes. Ça fait vraiment partie du système dans son ensemble. Et puis ensuite, l'accès à de nombreuses choses, à des processus de demande d'asile, à des interprètes, à de la médiation, à de la justice, à des vraies voies de recours. Pour les enfants qui n'ont pas d'accompagnant, faciliter l'accès à tous ces services et il faut pour cela s'appuyer sur les systèmes de protection de l'enfance nationaux. Ensuite, des normes minimales. Garantir des normes minimales dans tous les centres de rétention, dans tous les endroits dans lesquels les enfants peuvent être détenus, qu'il y ait un accès possible à l'école, ainsi que du soutien psychosocial et du soutien en termes de santé mentale. On a parlé de l'importance du suivi, des contrôles et des mécanismes de plainte. Je crois qu'il est important de savoir qu'est-ce qui est nécessaire pour qu'un enfant puisse vraiment déposer une plainte. Il faut que l'enfant ait confiance dans ses services pour euh, faire cette démarche, pour signaler. Ce n'est que lorsqu'il y a un système de protection de l'enfance avec des enfants qui sont formés à de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant avant tout. Et c'est que dans ces conditions que peut-être l'enfant déposera une plainte ou demandera un recours. Et donc, c'est important que ces mécanismes de suivi, de contrôle soient mis en place. Dernière chose que j'aimerais dire, donc d'abord les systèmes les systèmes sont interconnectés, hein, ensuite il faut vraiment des boîtes à outils et lorsque ces systèmes fonctionnent pour ces enfants qui sont en déplacement, ça doit fonctionner aussi pour les enfants dans le pays, ça doit tirer vers le haut tous ces systèmes de protection de l'enfant, alors que l'on parle de prise en charge alternative ou de remplacement pour les enfants, les familles d'accueil, qu'il y ait davantage de ressources pour ces services euh, pour les enfants en déplacement, eh bien ça va bénéficier à tous les enfants dans le pays en question. Donc, les alternatives à la détention doivent en effet fonctionner pour les enfants qui se déplacent. Merci. Merci d'avoir parlé de l'interconnexion entre ces différents systèmes et on l'a vu aussi à de maintes reprises. Quand il n'y a pas de système de protection de l'enfance en général en place, eh bien ça a un effet domino sur les enfants qui sont migrants. Andrea, maintenant, du Bureau international des migrations, merci d'être là avec nous. Andrea Kikene, donc spécialiste en gestion des ressources humaines à l'OIM. Quel est le rôle de l'OIM dans son soutien au gouvernement pour mettre fin à la détention des enfants qui se déplacent et quels sont les progrès accomplis d'après vous jusqu'ici? Merci à mes collègues ici. Donc, l'Office international des migrations de l'ONU fait différentes choses, notamment, c'est mon domaine de travail, hein, c'est la gestion humanitaire des frontières, l'idée de réconcilier la souveraineté de l'État, leurs obligations en matière de sécurité nationale, avec leurs obligations en matière de droits humains pour lesquels ils ont signé, et comment gérer les passages des frontières, qu'elles soient irrégulières ou régulières, pour que les personnes comme Jamil ne traversent jamais de tels parcours, ne connaissent une telle expérience. Aucun enfant ne doit vivre cela. Donc on travaille avec les responsables des frontières, les services de police, les services judiciaires, les décideurs politiques. On leur parle des obligations en matière de droits humains de leur pays et de comment mieux gérer les frontières, que ce soit dans un cadre de crise migratoire ou à tous les autres moments possibles de migration. Donc des formations notamment que l'on organise
Bien sûr, ça concerne aussi les centres de détention, mais dans différents pays à travers le monde, on propose des formations. Qu'est-ce que c'est les violations des droits humains? Comment les éviter? Et l'idée, c'est que les frontières puissent rester ouvertes, fonctionnelles, qu'il y ait des travailleurs sociaux, des spécialistes de protection de l'enfance, des interprètes, des médiateurs culturels, comme ça a été dit. Suffisamment de membres du personnel pour que le travail soit bien fait, et pas seulement de la police. Comme une petite peut-être note positive, je dois dire que j'ai rencontré beaucoup de personnel de la police des frontières qui disaient après que l'on ait fait notre formation qu'ils veulent faire mieux, qu'ils ne savaient pas qu'il y avait toutes ces obligations en matière de droits humains. Ce n'est pas pour les excuser ou défendre, mais j'ai été agréablement surprise par le nombre de membres de la police des frontières qui se sont dit, qui nous disaient qu'ils veulent faire mieux, qu'ils ne savaient pas, voilà, et qu'ils voulaient sortir un petit peu de ces façons de fonctionner. Bon, après, il faut voir comment amplifier cela et faire remonter ça aux décideurs politiques. Mais probablement que le plus de freins que l'on a pu observer, ça a été au sein des pays européens, le plus de résistance au changement. Maintenant, la détention d'enfants en situation de migration. On veut bien sûr qu'aucun enfant soit détenu, c'est jamais dans leur intérêt supérieur. Ça a été répété encore et encore, mais on ne le dira jamais assez. Donc nous, on fait surtout du plaidoyer pour des alternatives à la détention, des mesures non privatives de liberté. Et je pense que on peut... enfin, c'est bien d'améliorer les conditions de détention, mais c'est pas une alternative, on est quand même détenu. Donc, il faut qu'il y ait une liberté de mouvement, il ne faut pas que ce soit de la détention. Donc, la détention de facto, c'est pas mieux, c'est la détention pareil. Donc, nous, on accompagne les enfants pour changer ce point de vue selon lequel la migration irrégulière, ce serait un crime. Ce n'est pas un crime ou un délit, mais que la détention administrative n'est pas une bonne gestion de la migration. Quand on parle de la détention d'enfants en déplacement, les enfants ne doivent pas être détenus lorsqu'ils attendent une décision par rapport à leur demande de protection internationale ou leur demande d'asile. Ils ne doivent pas être détenus seuls ou en famille. S'ils attendent un processus, par exemple, de réinstallation quelque part, on demande à ce que les enfants restent au sein de leur famille, bien sûr. Les membres de la famille ne doivent pas être détenus s'il y a un délit lié à leur situation, parce que sinon ça entraînerait les conséquences pour l'enfant. Aucun en fait, membre de cette famille ne doit être détenu dans ces cas-là. Il y a certains services que l'on peut fournir à la demande des gouvernements, par exemple en ce qui concerne la médiation culturelle ou l'interprétariat. C'est aussi une partie des fonctions de cet organe de l'ONU, l'OIM. Alors, bien sûr, nous avons beaucoup de liens avec les gouvernements, avec des responsables de l'immigration de nombreux pays, mais pour l'instant, nous n'avons pas de mandat lié à un traité. En tant qu'organisation, finalement, on n'est pas censé prendre position par rapport aux décisions politiques de tel ou tel État ou de groupe d'États comme l'UE. Cela étant dit, on fait quand même pression, on fait du plaidoyer un maximum. Et étant donné notre travail sur le terrain, on a la chance de pouvoir être présent physiquement, on a accès à des points d'entrée pour pouvoir dialoguer, pour essayer de pousser vers un changement et de faire sortir les enfants de la détention. Il y a des bons exemples, hein. Par exemple en Indonésie, ça s'est fait d'ailleurs en étroite collaboration avec le HCR pour libérer des enfants. Et je fais une petite pause parce que j'ai déjà utilisé le temps qui m'était imparti. Merci. Merci Andrea. Alors je crois qu'on va changer un petit peu le programme. Il va y avoir un deuxième tour de questions, mais je ne veux pas perdre de vue l'horloge qui passe, le temps qui est passé. Donc j'aimerais qu'on puisse donner la parole aussi à la salle après. Alors Jamil, vous allez maintenant nous faire passer un message et puis nous dire ce que vous pensez de ce qui a été dit. Bref, réagir, et vous pourrez ensuite la salle réagir, poser des questions. Et si on a encore le temps, on repasse aux autres membres de ce panel. Jamil. Rebonjour. Alors, j'aimerais dire
même si il y a de nombreux problèmes, difficultés, défis, il reste de nombreux défis et difficultés, mais je voudrais dire quand même qu'il y a des aspects positifs, par exemple, quant à ce qui se passe en Grèce. La création du secrétariat général pour les personnes vulnérables, les institutions. Alors, depuis 2020, les choses se sont améliorées. Par exemple, comme Madeleine l'a dit, il existe une équipe qui aide les mineurs non accompagnés. L'objectif de cette équipe, c'est qu'il ne doit y avoir aucun enfant mineur non accompagné vivant dans la rue, sans logement. Ces personnes ou quelqu'un d'autre peut appeler, téléphoner ou via WhatsApp. Si on voit un mineur non accompagné dans la rue, on peut appeler cette équipe et cette équipe, eh bien, se rend sur place et réinstalle cet enfant dans un abri, n'importe où en Grèce, dans un centre de protection. Bon, moi je n'y vais pas, je ne suis pas spécialiste, mais ma collègue Angelica pourra en parler. Autre bonne pratique que l'on peut observer en Grèce, c'est un réseau de... alors, par exemple, jusqu'en 2022-2023, il n'y avait pas de personnes qui s'occupent vraiment des mineurs non accompagnés, de gardiens, comme on les appelle, mais depuis 2023, ça commence à fonctionner. Et maintenant, partout en Grèce, les enfants ont un tuteur, un gardien, comme on les appelle. Avant, il n'y en avait pas. Personne responsable de ces enfants mineurs, de ces mineurs non accompagnés. Moi, par exemple, je suis un mentor. Nous sommes 6. Nous venons de différents pays. Nous avons un parcours différent les uns les autres. On parle 9 à 10 langues à nous 6. Ça, c'est bien, c'est positif. On visite des centres et des appartements semi-autonomie pour ces mineurs. On donne des conseils, on diffuse des informations par rapport à de nouveaux projets. Mais ça, c'est très positif. Les enfants savent alors s'ils veulent s'inscrire à une activité ou s'ils veulent des informations par rapport au tel ou tel élément. On est en mesure de fournir ces informations dans leur langue natale. Et dans les abris ou dans les refuges, les centres, eh bien, on fait tout ce qu'on peut pour accompagner les enfants, pour les inscrire dans les écoles publiques, mais aussi de les inscrire à des activités physiques, des sports, par exemple des clubs, parce que c'est important ça. Chaque enfant a le droit aussi à des loisirs, à du temps agréable, à du temps pour jouer, pour apprendre des choses. Et peut-être dernière chose que j'aimerais dire, et ça c'est très important, Andrea en a parlé, il y a par exemple les professionnels de l'OIM qui font de leur mieux pour aider des mineurs, mais en même temps aussi la population dans son ensemble. C'est très bien ça s'il y a des professionnels de ce type qui sont présents au point d'entrée du pays, qui peuvent prendre en charge les enfants non accompagnés, plutôt que ce soit la police ou l'armée qui le fasse, c'est bien mieux pour les enfants, mais aussi pour le reste du pays et pour la population en général, parce que il ne se passera rien de bon si ces entrées dans le pays se font avec des traumatismes, avec de la violence et ensuite avec des symptômes post-traumatiques. Donc, si on traite mieux les enfants, l'avenir sera meilleur pour eux et pour tout le monde. Merci. Thank you, Jamil. Merci Jamil, merci une nouvelle fois de nous faire part de votre expérience difficile, comme vous l'avez fait au début, mais nous parler aussi un petit peu de ces aspects positifs. Vous êtes l'un de ces professionnels, vous en faites partie, et c'est vraiment important pour vous, j'imagine. Maintenant, vous voulez faire passer ce message, hein, on le sent, parce que vous travaillez avec ces enfants, et vous voulez qu'ils ne passent pas par ce par quoi vous êtes passé, vous, vos frères et vos sœurs. Bien, maintenant, la parole est à la salle. Nous pouvons entendre vos commentaires. Si vous avez des questions, c'est possible aussi.
On peut parler par exemple des approches non privatives de liberté. Ça se fera notamment demain, hein, plus en détail dans les sessions en groupe. Qui veut démarrer? Qui veut parler? Please introduce yourself. S'il vous plaît, présentez-vous, dites-nous d'où vous venez et ensuite vous pouvez prendre la parole. Bonjour, je m'appelle Carlisen. Je viens de l'université en Irlande. Merci à tous les intervenants, toutes les intervenantes, notamment merci à Jamil d'avoir partagé son histoire personnelle. Et bon, c'est bien aussi d'entendre des informations un peu encourageantes. Moi, c'est mon domaine de recherche. J'ai écrit un livre en ce moment sur ce problème précis des mineurs non accompagnés, notamment les conditions d'entrée, de réception, d'accueil dans différents pays européens. Je travaille là-dessus depuis 2018. J'ai été en Grèce, dans le Samastaphatai. Je suis retourné ensuite à Athènes cet été. J'ai parlé avec de nombreuses ONG, avec des avocats aussi qui représentent les enfants ou les mineurs non accompagnés. Je travaille aussi avec d'autres pays, d'autres praticiens. Ce que je voudrais dire, bon, c'est pas vraiment un tableau positif que je ressortirais de mes différentes recherches ou de discussions que j'ai avec des professionnels, donc je suis un peu surprise d'entendre par exemple ce qui se passe en Croatie. Enfin, j'ai entendu des aspects positifs, mais pourtant, il y a énormément de violence de la police des frontières, différentes formes de violence à l'égard des enfants, les centres de détention, le refoulement, les renvois illégaux, les centres fermés, et les enfants doivent passer par des filtrages biométriques. Et les personnes en Grèce étaient choquées de constater elles-mêmes qu'ils faisaient une évaluation des enfants à l'entrée, puis ensuite ils n'avaient aucune idée d'où ces enfants allaient être envoyés dans le pays. Et ces enfants qui parfois passent énormément de temps dans une chambre d'hôtel, qui vivent avec un montant d'argent ridicule par semaine. C'est un fonctionnement qui est tel depuis 20 ans parfois. Donc j'essaye d'être finalement un petit peu plus réaliste. En tout cas, certes on parle d'aspects positifs, mais je crois qu'il faut voir un petit peu les causes sous-jacentes, les causes profondes aussi de ces situations. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de solution? Bon, on peut parler de la mise en œuvre ou pas de certains protocoles, de certaines lois. Il y a des directives de l'UE, il y a des textes qui font allusion à l'intérêt supérieur de l'enfant, certes, mais il faut voir ensuite la mise en œuvre de ces lois, véritablement leur application, c'est ça la clé pour que tous les enfants, quel que soit leur statut migratoire, puissent voir leurs droits, enfin, jouir de leurs droits et comme tout enfant ressortissant. Enfin, c'est vraiment ça le cœur du problème. Bien sûr, il faut aussi traiter les causes profondes des migrations, mais voilà. Ça m'a surpris, en effet. Je suis reconnaissante de vos récits par ailleurs, mais ça m'a surpris ces aspects positifs. J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose et qu'il fallait remettre un petit peu de réalisme. Mais merci encore une fois. Canva and for Merci pour cette contribution et ces réflexions. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite réagir. Oui? Bien, d'abord, merci vraiment d'avoir ramené un peu de réalisme à la discussion. Beaucoup l'ont mentionné. L'accord est un recul. Ce pacte européen, en fait, est contre la législation internationale, car ça ouvre la porte à
ce type de situation. Je crois qu'il est important de faire la différence, quand on parle d'aspects positifs, entre les bonnes pratiques et les pratiques prometteuses. Parce que on peut voir se plaindre du fait que les enfants sont en détention, se dire que c'est pas acceptable. On peut voir ce qui est fait et qui est prometteur. Et donc on essaie d'identifier des pratiques qui sont prometteuses. La seule bonne pratique, selon nous, c'est la non-détention. On le répète. Et donc, si on me demande un exemple de bonne pratique, je dirais la Colombie, en effet, l'interdiction de la détention des enfants. Et les autres exemples que l'on a pu évoquer ici, ce sont des pratiques qui sont prometteuses, mais qui ne sont pas encore, et loin de là, de bonnes pratiques. Et ça ne correspond pas à ce que l'on appelle de nos voeux. Et donc, comment changer la donne? Sur quoi mettre l'accent? Pour les agences de l'ONU, nous sommes la principale coalition de lutte contre la détention pour statut migratoire. Et donc, si on regarde un panorama plus global, il y a l'aspect plaidoyer vis-à-vis des États au niveau des bonnes pratiques, mais il y a aussi les campagnes, il y a aussi la société civile qui se mobilise, il y a des partenariats. Et donc tous ces efforts doivent aller dans le même sens. Et Achal l'a dit, je crois. Tant que tous les acteurs ne sont pas impliqués, les agences de l'ONU, les gouvernements, les OSC, tant que toute la société ne participe pas à cet effort collectif, alors on n'y arrivera pas. Et donc, en effet, c'est pas du tout positif, mais on doit essayer d'améliorer cela et empêcher la détention des enfants. Merci Caroline. Je vais prendre les questions des représentants des jeunes. Vous avez la parole. Votre nom? Et ensuite votre question. Je m'appelle Pisi Philipaka Aido. Je viens de Sierra Leone. Je suis présidente nationale des enfants en détention. Et donc, pendant le Covid, les enfants n'ont pas été détenus. En tant que présidente de Children, un réseau d'enfants, nous avons pu constater qu'aucun enfant n'était dans ces prisons pendant la période. Mais après la période de la pandémie, pourquoi sommes-nous revenus à cette situation terrible? Thank you for asking these hard questions. Merci pour cette question compliquée. Quelqu'un aimerait répondre ou... Oui? Merci beaucoup pour cette intervention à l'UNICEF. Nous travaillons ardemment avec plusieurs pays pour... nous avons essayé de faire en sorte que les pays saisissent cette opportunité après le Covid et montrer que si en effet les enfants avaient pu sortir de prison, alors pourquoi devaient-ils y retourner? Étant donné que les enfants, et ça a été prouvé, ne devraient pas croupir en détention. Vous avez la parole. J'aimerais parler en arabe. Tout bon. Ma question est pourquoi les enfants émigrent-ils et pourquoi nous ne leur offrons pas les possibilités aux enfants
qui émigrent, est-ce que nous, pour, ils émigrent et il y a des causes pour leur émigration. Pourquoi est-ce qu'on ne traite pas les causes de l'émigration dans leur pays d'origine? Maybe you can both reflect if you want. Say again? I feel. Thank you for your question. Why do you? Yes. Pour- Pourquoi est-ce que les enfants émigrent? Pourquoi est-ce que les enfants émigrent? Pourquoi est-ce qu'on ne leur offre pas la solution à la cause qui les fait émigrer? All right. Thank you. Sorry, I'm leaning way forward here. Merci, c'est une bonne question. Pourquoi les enfants migrent? Pourquoi les gens migrent en général? Il y a beaucoup de réponses à cette question. Les causes profondes de la migration, ce sont des événements négatifs qui provoquent également la migration. Depuis des millénaires, est une stratégie de survie. Ça peut être des raisons positives, mais en général, c'est plutôt des raisons négatives. Les conflits, l'insécurité, le manque d'opportunités économiques, les impacts du changement climatique, l'absence de perspectives d'avenir et d'espoir, la violence au sein des communautés, le crime organisé. Il y a énormément de raisons pour lesquelles les enfants sont forcés de se déplacer. Parfois, on peut leur donner des informations sur les personnes qui ont émigré avec succès. Et on leur dit que ça vaut la peine. Et parfois, ils le font parce que ils ont les moyens de le faire. Des familles investissent dans l'émigration de leurs enfants. Ils mettent la pression sur leurs enfants, sur leur avenir, pour partir en quête d'une vie meilleure. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas d'alternative dans leur pays? Il y a énormément de réponses à apporter à cette question. Qui peut fournir ces opportunités? Qui apporte ces alternatives? Je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire de la colonisation, évidemment, mais il y a des incivilités économiques, manque d'opportunités. Parfois, il faut juste bouger. Moi, je me suis déplacée, pas pour des raisons de conflit, je viens d'un endroit très très sûr, mais parce que je voulais un emploi plus sûr. Et pour pouvoir scolariser aussi mes enfants, voilà. Dionisia, vous voulez ajouter quelque chose et ensuite on pourra prendre quelques questions supplémentaires. 2 ou 3. Et ensuite, on passera à les sessions en groupe. Thank you very much for this important. Merci beaucoup pour cette question essentielle. Juste souligner ce que disait André, il y a beaucoup de raisons très complexes pour lesquelles les gens ou les enfants fuient, que ce soit la persécution, la violence, qu'ils recherchent la protection dans d'autres pays. Ils demandent alors le statut de réfugié et pour cela, ils doivent pouvoir être entendus et obtenir le statut de réfugié. Au HCR, il y a 45 millions de réfugiés, dont une grande proportion d'enfants qui se trouvent complètement dans les limbes. Et donc, il faut faire davantage pour s'assurer qu'ils aient accès à leurs droits, à un soutien juridique. Trop souvent, ils se retrouvent en détention où ils ne connaissent pas leurs droits.
que vous avez dit également sur le traitement des causes des migrations, c'est très important aussi. Il faut demander des comptes au gouvernement pour faire en sorte que les enfants ne soient pas persécutés et aussi s'assurer que les enfants qui se déplacent pour un manque d'accès à l'éducation ou pour des raisons euh, de sécurité économique, qu'ils fassent en sorte qu'ils aient plus d'opportunités. Merci. Alors ici, je vois que vous avez levé la main depuis le début. Vous avez la parole. Merci. Vous avez entendu beaucoup sur la situation en Grèce, mais je voulais évoquer ici, pour répondre à vos réflexions, vous donner l'exemple d'un projet de relocation il y a quelques années à De Moria, après l'incendie. Dans l'Europe entière, on a pu voir les conditions terribles de, de vie. Et donc, il y a eu des efforts. La solidarité européenne, en réalité, n'existe pas. Il y a des pays qui sont bien mieux lotis que la Grèce, qui ont, on va dire, consenti à accepter, par exemple, 2 réfugiés, mais seulement les filles. Et donc voilà, il y a eu très peu de solidarité au sein de l'Europe. Donc désolé, mais ce n'est pas seulement notre problème. Je pensais que Jamil l'avait dit. Je travaille pour le ministère des Migrations et de l'Asile en Grèce et je suis responsable du département qui travaille avec les mineurs non accompagnés en Grèce. Je travaille en collaboration avec le HCR et comme l'a dit Madame Garlic, je m'exprimerai davantage demain puisque nous avons cette ligne directe qui est mise en place et des enfants grecs ont commencé à appeler cette ligne parce qu'ils vivent dans la précarité et ça nous a complètement choqués parce que c'était une ligne dédiée aux enfants en déplacement et c'est l'inverse qui s'est passé. Ce sont les enfants grecs qui ont commencé à nous contacter. Thank you, Tina. Merci. Je viens de défense des enfants Italie. Je crois que cette question des causes est très importante en général. Nous sommes très vagues dans nos réponses quand on parle des droits des enfants. On parle ici de responsabilité des États, des individus et des agences. Quand on observe les causes des migrations, il faut que ce soit la base de la réponse. Mais bien sûr, ça signifie qu'il faut se prendre position contre ces causes. Or, on constate que beaucoup d'agences et de professionnels ne sont pas du tout enclins à prendre position contre ces causes. Notre convention sur les droits de l'enfant, j'espère, et on le sait depuis des années, est affaiblie par le fait que des agences deviennent des acteurs qui oppriment les enfants. Et au lieu de participer à la solution, ils aggravent le problème. Je sais qu'évidemment, il y a beaucoup d'efforts fournis et beaucoup de bonnes intentions, mais depuis des années, la situation se détériore. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons prendre position, pas de manière seulement diplomatique et avec des vœux pieux. Nous devons prendre position sur les causes des migrations qui amènent à ces violations des droits des enfants partout dans le monde. Et la situation se détériore également du fait de ce manque de positionnement,
des professionnels, des individus, des agences et des organisations. Et pendant ce temps-là, la situation empire. Je parle depuis l'Italie où il y a beaucoup de mineurs non accompagnés et le système de justice est complètement dépassé par le manque de réception et le système d'accueil qui est complètement dépassé. Il y a une dimension beaucoup plus générale à prendre en cause et sur la question de la migration des mineurs. Merci beaucoup pour vos suggestions de la part du panel, mais il faut aussi être réaliste. Ça veut dire avoir une perspective positive également. Merci. Merci. Je vois qu'il y a des mains levées. Alex, je ne sais pas si on a le temps. Oui, on va continuer demain. Donc, demain, en effet, vous êtes invités à rejoindre nos sessions en groupe pour concevoir la prochaine feuille de route. Et nous allons aussi parler des enfants accompagnés. Nous n'avons pas eu le temps de l'aborder aujourd'hui. Et donc, merci beaucoup à tous nos intervenants et à vous qui avez participé de manière si dynamique. Merci et à demain.